L'actualité s'installe de nouveau chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Au sommaire, surnommé le pape des pauvres, le pape des oubliés, le souverain pontife, 266e successeur de Pie, s'éteint à l'âge de 88 ans ce lundi dans son appartement. Retour sur quelques faits marquants de son pontificat dans ce journal. Les autorités burkinabées ont annoncé ce lundi avoir mis en échec une tentative de coup de force impliquant plusieurs militaires. L'information a été rendue publique à travers un communiqué lu à la télévision nationale par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Et puis, au Soudan, des bombardements paramilitaires font plus de 30 morts dans la ville assiégée d'El Fasher, dans la région occidentale du Darfour. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort. À l'âge de 88 ans, a annoncé le Saint-Siège ce lundi de Pâques. Le souverain pontife était décrit comme un homme de proximité, engagé sans relâche pour la défense des migrants ou encore la justice sociale. Il a combattu la défense des plus vulnérables, prônant une église pour les pauvres. Suivant. L'Église catholique est en deuil. Le pape François, le premier latino-américain à occuper le Saint-Siège, est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican ce lundi 21 avril. Premier pape sud-américain de l'histoire, Jorge Mario Bergoglio est devenu le pape François en mémoire de François d'Assise le 13 mars 2013. Il était aussi le premier pape jésuite. Né à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936, Jorge Mario Bergoglio a tout au long de son pontificat accordé une grande attention aux pauvres et aux plus vulnérables. Par son mode de vie sobre, il a également séduit les non-croyants. François voyait son rôle et celui de l'Église comme un missionnaire parmi les gens, une Église humble qui promeut la foi. Même en tant que simple prêtre, il se rendait régulièrement dans les bidonvilles de Buenos Aires. Il s'est prononcé en faveur de la justice sociale, contre le capitalisme débridé et a plaidé à plusieurs reprises en faveur de la lutte contre le changement climatique. Fils d'émigrants piémontais, Jorge Mario Bergoglio a étudié la théologie après avoir étudié la chimie et une expérience d'enseignement de la littérature. Ordonné prêtre le 13 décembre 1969, Jorge Mario Bergoglio est nommé provincial des Jésuites d'Argentine 4 ans plus tard, à l'âge de 36 ans. Il est nommé en 1992 évêque auxiliaire pour l'archidiocèse de Buenos Aires par le pape Jean-Paul II, puis archevêque. Il devient cardinal en 2001. Face aux crises mondiales, François aura été le pape des changements. Il incarnait une forme de lutte en faveur des plus faibles face au tumulte du monde. C'était une triste nouvelle qui a fait le tour du monde depuis hier. Le pape François n'est plus. Son décès est une grande perte pour l'Église catholique. Romaric Dossa et Bernardin Bonumbo ont tendu le micro au révérend Père Hubert Kédouidé qui a livré ses impressions sur la vie pontificale de l'illustre disparu. On le suit. Alors, le pape François est parti pour l'éternité. Il a cheminé durant toute sa vie en tension vers l'éternité. Et c'est tout le peuple de Dieu qui l'accompagne aussi pour que nous puissions être tous des pèlerins sur la terre et qu'un jour nous puissions retourner à la maison. Et donc, il est retourné à la maison. Et je pense qu'il a travaillé d'arrache-pied. On pensait à son élection qui était juste de transition, mais il a quand même fait 12 années, 12 ans au service de l'Église universelle, 12 ans au service du peuple de Dieu. Et nous pouvons, en résumé, voir qu'il a été très sensible aux plus pauvres, aux démunis, aux délaissés, aux exclus, aux abandonnés. Il donnait hospitalité aux pécheurs. C'est vrai que parfois, on a comme l'impression qu'il en fait trop, mais on ne peut jamais en faire trop lorsqu'il s'agit de sauver le pécheur. Le pécheur est aimé par Dieu, le péché est détestable et détesté. Donc,
il a ouvert la porte de l'Église pour que nous puissions accueillir tout le monde, pour que ensemble nous puissions les aider à cheminer dans la foi et à se reconnaître enfants de Dieu. Il a aussi travaillé à ce que l'Église soit une famille, une grande famille. Une famille, il n'y a pas simplement un chef, car souvent les gens voient l'Église comme hiérarchique, etc. C'est hiérarchique, mais il n'y a pas de hiérarchie sans synodarité, sans que l'ensemble du peuple de Dieu ne participe réellement à la communion et à la fraternité universelle. Le pape François a essayé de focaliser notre attention sur ça parce que, contrairement à ce que les gens disent, ce n'était pas un pape révolutionnaire, il n'a fait aucune révolution, il n'y a pas de révolution dans l'Église, mais à chaque époque et avec chaque pape, selon son charisme, il met le focus sur un aspect de tout ce que le Christ nous a légué comme bien au service des pauvres. Vous savez que le Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Il mange avec les pécheurs, il reste avec les pécheurs. Donc le pape François, avec le nom que lui-même s'est donné à son élection, François, c'est la rencontre de la pauvreté. C'est aussi un pape qui a été un grand défenseur de l'Afrique. D'abord, les Africains qui prennent le risque à cause de la dictature de leur pays, à cause des guerres, et fuient, ils ont besoin aussi d'être reçus par les autres peuples. Donc, il va protéger et défendre corps et âme les migrants. Sa première visite a été même à la rencontre des migrants. Ensuite, il va dénoncer l'exploitation des ressources africaines. Hein? Dans ses voyages en Afrique centrale, et surtout en République démocratique du Congo, il trouve que vraiment ce qui se passe par rapport à ce peuple n'est pas juste, puisque c'est l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique. Il a aussi prôné la paix, le dialogue interreligieux, tout ça. C'est un pape qui laisse une immensité à déchiffrer, à essayer de faire en sorte que ce que nous avons reçu de lui, comme des autres papes, nous puissions les monnayer au service de l'Église et au service de la fraternité universelle. Le décès du pape François suscite une vive émotion dans le rang des leaders religieux. L'Église protestante méthodiste du Bénin salue la mémoire d'un homme de foi. Suivons ici le révérend pasteur Alphonse Bétomé. Le décès ou le départ à la félicité éternelle de sa sainteté, le pape François. Il faut avouer que c'est une triste nouvelle et c'est au nom de son éminence, le révérend professeur Amos Onyesu Moussa, au nom du bureau du conseil biennal de notre Église et au nom de tous les fidèles de l'Église protestante méthodiste du Bénin, que nous voudrions adresser notre compassion et notre soutien à la conférence épiscopale de l'Église catholique roumaine au Bénin et en général tous les chrétiens catholiques. C'est une nouvelle qui est tombée sur nous. Et nous savons que ce pape est un serviteur de Dieu très humble, engagé dans la justice et pour la paix, quelqu'un qui se bat aux côtés des pauvres, des marginalisés et tous ceux qui sont abandonnés et qui vivent des situations compliquées. Il est là pour les soutenir. Dans son humilité, il a même eu à dire qui suis pour que je juge qui que ce soit. Donc quelqu'un qui se voit malgré sa notoriété et tout ce qu'il est,
et qui se voit de très très petit. Nous disons que c'est quelqu'un qui nous a marqué à travers cette intervention. Il est venu plusieurs fois en Afrique. Il est allé au moins dans 10 pays. Sinon, il a fait certains voyages en Afrique et dans les pays où il y a guerre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se battait pour la paix dans le monde. Et quand nous avons entendu également les témoignages, même des musulmans d'Israël et un peu de partout. Et à la veille de son décès, après avoir béni le peuple de Dieu, il a reçu encore le vice-président américain. Tout cela montre que c'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'à sa mort. Et s'il meurt au moment où nous sommes en train de commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire qu'il est parti dans la dignité. Et nous devons être fiers qu'il a fini en beauté sa mission. Et c'est à nous, désormais, de suivre ses pas. Nous prions pour que le Seigneur console les uns et les autres, même si, avec son âge, nous pouvons dire que c'est un départ normal, mais il nous manque, au monde entier. Et nous regrettons sincèrement son départ. Et nous voulons également profiter pour souhaiter à tous les chrétiens, puisque nous sommes toujours dans la célébration pascale, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Et que la paix de Dieu règne dans le monde avec cette résurrection de notre Seigneur que nous célébrons, nous commémorons. C'est la vie qui l'emporte sur la mort. Donc, la vie emporte sur la mort. C'est pour cela qu'il a d'abord célébré cette résurrection avant de partir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre burkinabé de la Sécurité a annoncé qu'une tentative de déstabilisation vient d'être déjouée par les services de sécurité. Cette nouvelle tentative serait l'œuvre d'officiers et soldats déserteurs qui seraient désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, considérée comme le centre d'opération suivant. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé
pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Au Soudan, les bombardements paramilitaires sur la ville assiégée d'El Fasher, dans la région occidentale du Darfour, ont tué plus de 30 civils et blessé des dizaines d'autres, ont déclaré lundi des militants. Depuis avril 2023, la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide paramilitaires a fait des dizaines de milliers de morts. Le reportage. La ville soudanaise d'El Fasher, au nord du Darfour, a été attaquée par les forces de soutien rapide. Plus de 30 civils ont perdu la vie dans cette nouvelle offensive, marquant une escalade de la violence dans cette région dévastée. Les assauts ont eu lieu sur 2 jours, entre dimanche et lundi, touchant des zones résidentielles et des marchés au cœur même de la ville, déjà fragilisée par plus de 2 ans de guerre civile. El Fasher, qui accueille aujourd'hui plus d'1 million de déplacés internes, devient un point focal de la guerre. Les attaques récurrentes ont privé les populations de l'accès à l'aide humanitaire. Des camps comme celui de Zamzam, abritant 400 000 personnes, sont désormais inaccessibles au secours. Avec l'intensification des violences, l'ONU avertit, une nouvelle vague de déplacements massifs pourrait frapper la région. La représentante spéciale de l'ONU à Haïti a tiré ce lundi la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité, estimant que le pays s'approche du point de non-retour et pourrait sombrer dans un chaos total face à la montée en puissance interrompue des gangs suivants. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme face à la dégradation continue de la situation sécuritaire en Haïti, où la violence sème la panique au sein de la population. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti, a souligné l'urgence de renforcer l'appui international. La crise humanitaire en Haïti a atteint des niveaux critiques. Les épidémies de choléra et les violences basées sur le genre, en particulier dans les sites de déplacement, sont très répandus. L'insécurité a entraîné la fermeture de 39 centres de santé et de plus de 900 écoles à Port-au-Prince. J'invite les États membres à soutenir le plan d'intervention humanitaire 2025. Les Nations Unies restent déterminées à contribuer à la fourniture d'une aide vitale. Maria Isabel Salvador a également insisté sur la nécessité urgente de renforcer les effectifs de la mission de sécurité spécialisée, condition essentielle pour produire un impact réel sur le terrain. Alors qu'il était jusqu'ici champion en soft power, notamment grâce au financement, les États-Unis chercheraient à réduire leur présence diplomatique
partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Le quotidien New York Times a révélé un projet de décret présidentiel encore secret qui prévoit une réorganisation structurelle totale du département d'État américain. C'est après moi. Les États-Unis pourraient fortement réduire leur présence diplomatique en Afrique. C'est ce que révèle un projet de décret présidentiel dévoilé par le New York Times et nié ce dimanche par le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Daté du 20 avril, ce texte prévoit une refonte complète du département d'État avec l'objectif de recentrer la politique étrangère sur les intérêts américains, de réduire les dépenses et de lutter contre les abus. Ce projet prévoit la suppression des bureaux chargés du climat, des droits humains et de la démocratie. L'actuel bureau pour l'Afrique serait dissous, remplacé par un simple bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines placé directement sous l'autorité de la Maison-Blanche. Toutes les ambassades et consulats jugés non essentiels en Afrique subsaharienne seraient fermés, les autres regroupés sous ce nouvel organe. Cette initiative s'inscrit dans une série de décisions visant à réduire l'influence internationale des États-Unis. La semaine passée, plusieurs médias américains ont rapporté de potentielles coupes drastiques à venir dans le budget du département d'État, qui aurait notamment pour conséquence la fin de financement d'organisations internationales telles que l'ONU ou l'OTAN. Ainsi va l'actualité au Bénin et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.